Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je regarde House of Cards quand je veux m'inspirer pour gérer la politique au bureau. Et je suis Adrien Joly, le dev qui aime tellement les soft skills qu'il est prêt à braver le sommeil et la pluie à vélo un samedi matin, juste pour enregistrer un épisode de podcast. Bon, t'en fais un peu trop, il fait beau à chaque fois qu'on se voit. Ouais, sauf aujourd'hui, il y avait un nuage juste entre chez toi et moi. En tout cas, ça nous a permis de recevoir une question. Exactement. Est-ce que tu peux nous la lire ? Ouais, je vais faire ça. Alors, il y a Sachi qui nous dit « Je bosse pour une ESN depuis 1 an et j'ai passé une grosse partie de mon temps en intercontrat. Je me suis naturellement dit que ce serait intéressant de monter ou contribuer à des projets open source. Mais quand j'en ai parlé avec des collègues, ils étaient moyen chauds à l'idée et les plus anciens de la boîte disent que le directeur n'est pas super fan vis-à-vis du fait de travailler pour les autres, sachant que l'on utilise des technos open source dans nos projets. Mais du coup, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je suis sur 7 mois d'intercontrat et à part occasionnellement améliorer le socle, je ne fais pas grand-chose. » Elle est riche cette question. Il y a plein d'éléments intéressants. Moi j'ai l'impression qu'il y a 3 questions dans la question. Il y a qu'est-ce que je peux faire dans mon intercontrat ? Il y a une question sous-jacente qui est est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour sortir d'intercontrat plus vite ? Et il y a la question de faire de l'open source, sachant on est nombreux à utiliser de l'open source au bureau. Est-ce que quelque part on n'a pas une responsabilité, ou en tout cas un intérêt, à contribuer à notre tour à l'open source ? Donc sachant qu'il y a des gens qui s'opposent à ça, quoi, manifestement. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a même un sujet de, je sais plus comment il l'a formulé, il a dit qu'il en a parlé à des collègues, mais qu'a priori le directeur n'est pas fan. Là, clairement, il y a eu une discussion qui était peut-être pas vers le bon interlocuteur. Ouais. Donc il y a plein d'éléments intéressants. Est-ce que tu vois d'autres éléments et dans tous les cas sur lesquels tu veux commencer à parler ? Non, je pense que les éléments que tu as relevés étaient particulièrement pertinents. Déjà, l'intercontrat, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ? Intercontrat, c'est quand tu es dans une ESN, donc une société de services informatiques, ou entreprise de services numériques, exactement, c'est la période où tu n'as pas de client, en fait. Donc tu n'es pas en clientèle, donc en gros tu es payé par ta boîte, vu que tu es salarié, tu es en CDI, mais tu n'as pas de travail à faire pour des clients. Donc là, ça dépend des boîtes. Soit on te file des trucs à faire, enfin ta boîte te file des trucs à faire autres, soit parfois ils te laissent faire un peu ce que tu veux. Ça dépend des boîtes. Ça colle avec ce que tu avais en tête ? Oui, tout à fait. Mais je pense que c'était important de l'expliquer pour les gens qui n'ont jamais vécu ça. Donc la personne se tourne intuitivement vers des projets open source. Ça pourrait être plein de types de projets, ça pourrait être de la veille technologique. Bon, c'est vrai que 6-7 mois de veille technologique, ça commence à faire long. Et visiblement, il en a parlé à des gens. On ne sait pas qui sont ses interlocuteurs, ses collègues, qui disent que, il y a visiblement, les plus anciens de la boîte disent que le directeur n'est pas super fan vis-à-vis du fait de travailler pour les autres. Bon, en même temps, est-ce que travailler pas du tout et c'est mieux que travailler pour les autres, entre guillemets ? Je ne sais pas. Après, dans le modèle capitaliste, effectivement, du travail gratuit, pourquoi on paierait la boîte si la personne travaille gratuitement, au final ? Ouais, tu peux le voir comme ça. Moi ce qui m'énerve avec cet argument, c'est que, en fait, c'est du a priori rapporté par quelqu'un d'autre. Exactement. En plus, il précise que c'est les anciens de la boîte, donc bon... C'est peut-être des gens qui sont un peu... Surtout dans les ESN, alors peut-être que je fais une généralité, mais il y a moyen qu'ils soient un peu aigris. En fait, en ESN, tu bosses pas toujours sur des projets intéressants, quoi. Donc quand tu restes longtemps en ESN, je pense que tu as vu passer beaucoup de projets de merde, en fait. Et donc c'est facile de développer une attitude un petit peu aigrie, un petit peu... de toute façon, notre boulot est pas intéressant, n'allons pas chercher midi à 14h, voilà. Contentons-nous de faire ce qu'on nous demande de faire. Donc je m'accrocherai pas trop à cet argument-là. Moi, j'invite vraiment Sachi à aller voir directement, pour peu qu'il ait vraiment besoin d'une autorisation, qu'il en parle directement avec son directeur. Ouais. Dire, ça fait 7 mois que je suis en intercontrat, on utilise des projets open source tout le temps. À ma connaissance, on leur file 0 donation, parce que je pense que c'est assez souvent le cas. J'aimerais give back, j'aimerais bien contribuer à mon tour, et utiliser ce temps, le mettre à profit pour contribuer à ces projets. Et... Après, si vraiment c'est son envie de faire ça, je pense qu'il faut qu'il prépare sa demande, il faut qu'il la fasse propre. Le directeur, peut-être qu'il a des craintes. S'il a des craintes, il va falloir que les avantages de la proposition dépassent ses craintes. Par exemple, si tu arrives à dire, ça va donner une bonne image à l'ESN de savoir que les gens de cette ESN contribuent à des projets open source. Ça peut être un argument qui peut convaincre le directeur.
Puis aussi, bon après j'aime pas faire le jeu de la comparaison, mais il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que font les autres collaborateurs pendant leur intercontrat. S'ils font absolument rien, moi je préfère avoir un collaborateur dans mon ESN qui se cultive, qui se développe, qui rencontre des gens, etc., que des gens qui font rien, en fait. Donc, peut-être que le directeur, il va plutôt accueillir la demande positivement en se disant « Ah, c'est cool, il est force de proposition, d'initiative, quoi. » Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de mettre en avant les éléments qui seraient favorables pour le fait de contribuer à un projet open source si c'est ça qu'il veut faire. Après, il y a plein de choses à faire. T'es pas obligé nécessairement de contribuer à des projets open source. Ça peut être tes projets perso si tu le souhaites. Et si la boîte le refuse, il y avait toujours le mythe, quand je travaillais dans une grande boîte de conseil, de ce mec qui était au fond de l'open space et qui montait sa boîte et qui refusait tous les projets, qui était en intercontrat depuis 5 ans. C'est resté un mythe ou t'en as rencontré ? Je sais pas, mais je sais qu'avec les niveaux d'intercontrat qu'il y a dans certaines boîtes et le peu de surveillance qu'il y a, c'est tout à fait possible. Moi-même, c'est un peu comme ça que j'avais commencé le freelance. J'avais pas spécialement parlé à la boîte, d'ailleurs j'avais lu mon contrat et j'avais vu si c'était possible. Ça peut mettre une certaine forme de pression sur ton management pour dire écoute, je suis en intercontrat depuis 7 mois, je voulais savoir si c'était possible que je fasse des missions en freelance en parallèle de mon travail, si jamais bon, je vais pas l'inviter à faire une déclaration comme ça, mais est-ce qu'il y a une exclusivité dans mon contrat vis-à-vis du fait de faire des missions en auto-entrepreneur, je sais pas. Ça me titille ce que tu dis, parce que autant se dire... imaginons que tu es dans une ESN qui est très libérale, dit les gens font ce qu'ils veulent pendant leur intercontrat, soit. Si c'est écrit comme ça dans ton contrat de travail, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais il y a une différence entre j'utilise mon temps pour développer mon projet de start-up ou une idée un peu folle, où tu te dis, là, je fais pas de concurrence déloyale à mon ESN. Exactement. Alors que si tu fais du freelancing, là, t'es un petit peu sur un truc un peu bizarre, où potentiellement, cette mission que tu feras en freelancing, qu'est-ce qui t'aurait empêché de la faire via ton ESN, en fait ? Donc, en fait, tu te mets un peu en concurrence avec l'ESN. Là, je sais pas quels sont les termes, je pense que ça dépend de toutes les ESN. C'est vrai. Il faut vérifier, en tout cas, que la décision que tu prends pendant ton intercontrat, elle n'est pas en violation de ce qui est écrit dans le contrat de travail, et que ça ne pourra pas être reproché si demain il devait y avoir une attaque via Prud'homme, justice ou autre, ou qu'on ne pourrait pas te reprocher de dire concurrence déloyale, vous étiez payé pour bosser pour moi et à la place vous avez fait une mission qu'on aurait pu faire via la boîte et vous l'avez fait en solo. Donc il faut vraiment surveiller, je pense, les termes d'abord du contrat, c'est un peu la base. Ouais. Et je pense que ensuite la discussion de faire open source ou pas, peut-être qu'il n'y a pas besoin de poser la question. Ouais. Parce que si les termes sont très laxes, ok. Et là où c'est intéressant et surtout important de poser la question, c'est si on sent que le projet il est un peu borderline par rapport à ce que dit le contrat. Donc là, ça revient à demander l'autorisation de faire une exception. Il y a aussi un élément qu'il faut... Alors, je ne suis pas expert juridique, mais il me semble que quand on est salarié, tout ce qu'on écrit sur son lieu de travail, sur son matériel de travail, appartient à son employeur. Ouais. C'est un peu le cas par défaut, je crois. Ouais. Ou sinon, c'est mentionné dans les contrats, généralement. Donc, il faut se méfier aussi avec ça. Je sais pas déjà... Donc du coup, on arrive à la promo. Pour ça, il faut se servir d'un VPN et aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par... non, je rigole. Ne dit pas non. On sait jamais si un jour... Et on recommande pas du tout de faire des trucs illégaux sur son lieu de travail, excusez-moi. Jolie transition. C'est vrai que là, on aurait eu un sponsor, ça aurait été juste parfait, quoi. Ouais. Le même sponsor qu'ont tous les youtubeurs et podcasteurs, je sais pas, mais youtubeurs, ouais. S'il nous entend, on est disponible. Ah, ça y est, tu veux déjà rentabiliser le podcast, t'as changé, Jérémy. Moi, je pensais que t'étais un vrai humaniste, altruiste, qui faisait ça pour le plaisir. Aussi. Bon. J'espère. On peut mélanger l'utile à l'agréable. C'est vrai. Mettre du beurre dans les épinards, comme dirait... Bon, bref, pour revenir à... Je pense, avant de se lancer dans quoi que ce soit, c'est important de savoir, est-ce que le contrat dans lequel t'es engagé avec ton ESN te permet de faire ça ? Ouais. A priori, s'il ne te permet pas de le faire, là, je pense que c'est important de pas juste en parler avec tes collègues, mais aller en parler avec le directeur directement. Exactement. En préparant la motivation qui te pousse à le faire. Peut-être on pourrait embrayer sur un autre sous-sujet, maintenant qu'on a parlé de est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire, est-ce que c'est ok de faire de l'open source. Tout à l'heure, tu avais commencé à parler en surface de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mettre ce temps à profit. Et il a mentionné le fait que, par défaut,
il améliorait le socle. T'as compris ce que ça voulait dire, ça ? Je me suis posé la question, ça veut dire pour moi que son ESN a peut-être un socle technique, un produit en marque blanche ou quoi que ce soit, ou des briques logicielles. Qui sont réutilisées par les autres dans le cadre de leur mission. Ouais. Ok, ça peut être intéressant aussi. Je sais pas quel est le socle, de quoi il est fait, est-ce que c'est des technos sympas à utiliser, est-ce que le management de ce truc est attractif ? Il y a des chances que ça le soit pas, puisqu'il est attiré par l'open source. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur mon intercontrat ? Oh, j'ai une idée, truc que j'ai jamais fait, mais en rétrospective, ça peut être pas mal. Bon, t'avais mentionné veille technique, je valide, se former, ça peut être un truc. En vrai, si t'as des collaborateurs, enfin des collègues qui bossent sur des projets qui sont intéressants, peut-être que tu peux juste filer un coup de main sur le projet intéressant. Ouais. Pour mettre le pied dans la porte dans une équipe qui t'intéresse ou avec des collègues avec qui t'aimerais bosser. Ouais, je dirais effectivement c'est ce qui était en train de me venir à l'esprit, c'était réseauter en fait. Ouais. Et pour ça effectivement aller voir d'autres projets, aller voir d'autres personnes, participer à des meet-up, peut-être même organiser des meet-up au sein de la boîte, des événements, des choses comme ça, des choses qui pourraient apporter de l'attractivité aussi si c'est une boîte dans laquelle tu souhaites rester. Ça peut être sympa. Donc réseauter en interne et ou en externe quoi. Ouais. En fait, les deux ont du sens. Moi, je me souviens quand j'étais en ESN, il y a longtemps maintenant, ça fait peut-être une dizaine d'années, j'ai eu un moment d'intercontrat qui était assez long et je l'avais utilisé pour faire beaucoup de veille. Et à un moment donné, en faisant la veille, on était, je crois, avant, c'était 2005, 2006, un truc comme ça. Ça remonte, c'est plus que 10 ans. Et en faisant de la veille, je me rends compte qu'il y a Nokia qui écrit un papier qui dit en gros on pourrait utiliser les GPS qu'on a maintenant dans les téléphones pour mettre en relation des gens qui conduisent des voitures avec des gens qui ont besoin de se déplacer. Alors, faut se mettre dans le contexte. En 2006, il n'y avait pas Uber, il n'y avait pas Blablacar. Ou si, il y avait Blablacar, mais il fallait remplir un formulaire, quoi. Et en gros, ce papier, il donnait la vision de ce que fait Uber aujourd'hui, quoi. Et quand j'ai lu le papier, je fais mais c'est génial, faudrait monter un truc là-dessus. Personne n'a rien fait. On voit que les smartphones étaient en train d'arriver sur le marché. Faut monter un truc, quoi. Et pour le coup, j'étais allé voir mon directeur, et il m'avait dit non, on fait pas de trucs comme ça. Et en fait, ça m'avait poussé à quitter le SN et à me lancer ensuite dans la recherche, etc. J'en viens au dernier point. Avoir du temps libre, c'est aussi bien pour la recherche d'emploi et négocier une rupture conventionnelle quand tu veux monter ton propre projet aussi, quoi. Sûr. Donc recherche d'emploi, c'est si tu trouves un truc, t'es disponible quasiment de manière instantanée parce que ton employeur, il va pas négocier une période de préavis si t'es en intercontrat. Et donc en plus t'as le temps de rechercher des opportunités intéressantes et t'as aucune pression parce que t'es employé. Donc c'est le meilleur moment, entre guillemets, le moment dans lequel tu as le plus d'assurance pour aller faire des entretiens, donc il faut en profiter. Et pour négocier une rupture conventionnelle, mettons que tu as envie de lancer ton projet ou je sais pas quoi et que tu veux une rupture conventionnelle, c'est aussi le meilleur moment parce que si la personne te garde pendant 3 mois en intercontrat ou je sais pas quoi, le montant des indemnités va pas être jamais très très élevé. En tout cas les indemnités obligatoires. Donc du coup ça dépend de ton ancienneté et de ton salaire. Oui. Si t'es resté longtemps. Mais bon, je pense pas, sinon il aurait pas dit que les autres étaient des anciens. Ouais. Donc c'est toujours bien pour négocier une de ces deux positions aussi. Dans le cas où il veut partir. Ouais. Mais là, j'ai pas vu de signal qui indiquait qu'il voulait partir. Peut-être qu'on pourrait se remettre sur sa question de projet open source, parce que je me rends compte qu'on n'a pas parlé de quel type de projet open source. Parce qu'il y a une différence entre dire je veux contribuer à un projet open source qui sert à faire des jeux vidéo dans une ESN versus je veux contribuer à Angular ou à React qui est probablement utilisé par la plupart de mes collaborateurs en mission. Et versus je veux contribuer à un projet open source pour résoudre un problème qu'on a eu avec mon équipe. Parce que là c'est encore un autre level. Tu veux convaincre ton directeur. Si tu lui dis mon temps libre là où vous me payez à rien faire, je veux le mettre en contribution en réglant un problème qu'on a eu sur un projet open source, je pense que ça n'a pas le même impact que juste dire j'ai envie de faire de l'open source, quoi. Tout à fait. Donc, se poser la question aussi de quel est le projet, est-ce que c'est aligné avec est-ce que la boîte a un intérêt, quel qu'il soit, est-ce que tu contribues sur ce projet open source. Je crois qu'on a couvert pas mal de questions et sous-questions. Si tu veux d'autres éléments qui méritent le coup d'être creusés? Non, ça me semble déjà un bon début. En tout cas, moi j'invite la personne à nous recontacter si elle pensait à d'autres choses ou si elle a essayé ces choses-là et les feedbacks qu'elle aurait eu vis-à-vis de ses demandes ou vis-à-vis des expérimentations. Et puis pour les autres, sachez qu'on est toujours ouvert à des nouveaux sujets adressés dans le podcast. Donc on accueille avec plaisir vos questions et vos situations compliquées au boulot.
soit via le formulaire de notre site, le sav.tech, soit par Twitter ou LinkedIn, si vous préférez. Vous pouvez nous envoyer aussi par ces moyens-là. Bien, du coup, merci Adrien, et puis merci à vous, auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt, ciao. Ciao.